Bonjour. Ça marche. Bonjour tout le monde. Un peu d'écho. Écho, ouais. Bon, ça sera vite réglé. Alors, c'est un plaisir. Les patients, il y a un dénominateur commun, c'est ce qui fait de nous des humains, justement. Alors, l'écho, je ne sais pas si c'est réglé. Si vous distinguez bien tous, faites-moi un pouce. Alors, aujourd'hui, nous allons jaser diabète et nous sommes pour ce compagnie. On a une très belle compagnie intellectuelle. Nous avons une chercheuse clinicienne, Dr Nadine Taleb, un chercheur fondamental chevronné, le professeur Guy Rotter, et deux patientes partenaires, Vassilicia et, excuse-moi, c'est Claudia. Pourtant, je l'ai répété. Alors, Humaniscience, aujourd'hui, c'est une initiative du CRCHUM et aussi du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos quatre panélistes de talent et très passionnés à se présenter. Je commence bien, tout de suite à ma droite avec toi, Claudia. Bonjour, moi mon nom c'est Claudia Hull, je suis ici à titre de patiente partenaire. Bonjour toutes et tous et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Nadine Taleb, je suis endocrinologue, donc clinicienne, et je suis aussi chercheur plutôt dans le domaine de la recherche clinique au CHUM. Je suis aussi membre du Conseil professionnel de Diabète du Québec. Je suis très contente de pouvoir participer aujourd'hui à cet événement et d'être parmi vous. Bonjour tout le monde, moi c'est Vassilica, je suis patiente partenaire au CHUM et ça fait 10 ans que je suis diabétique de type 1. Bonjour, je m'appelle Guy Rotter, je suis professeur titulaire de médecine à l'Université de Montréal. Je suis aussi professeur de biologie cellulaire à Imperial College Londres et je suis fondamentaliste. Très bien. Alors voilà, ça montre un petit peu, ça plante un peu le décor et ça montre un petit peu à quel point la discussion va être passionnante aujourd'hui. Alors juste un petit point logistique, chers membres du public. D'ailleurs, je réitère mes remerciements à vous qui êtes ici. Si vous avez des questions, ceux qui êtes ici dans la salle, n'hésitez pas à les prendre en note dans votre tête ou dans le bloc-notes de votre téléphone, peu importe. Et quant à ceux qui sont sur le live Facebook, n'hésitez pas à poser les questions en continu durant la conversation. Et bien sûr, vous pouvez régler vos téléphones en mode silencieux, ça serait bien entendu très apprécié. Alors, revenons au vif du sujet, parlons diabète. Si on est là aujourd'hui, c'est que de près ou de loin, on est intéressé ou concerné. Je dis toujours qu'on est de près ou de loin concerné parce que le diabète est hélas tellement répandu que je serais étonné que quelqu'un lève la main en disant « j'ai jamais entendu parler de diabète » ou « dans mon entourage, il n'y a personne qui a le diabète ». Donc, on est de près ou de loin touché. Alors, pour attaquer le diabète directement dans le gras, si je puis dire, Dr Nadine Taleb, ou tout simplement Nadine, est-ce que je peux te demander ta perspective de clinicienne sur la question du diabète? Oui, merci Sabri. Donc, j'aimerais en fait juste parler rapidement que on sait tout que le diabète, c'est une pandémie. Donc, selon les chiffres de 2021, on parle de 500 millions 37 personnes qui vivent avec le diabète à l'échelle mondiale. Les derniers chiffres qu'on a au niveau du Canada, c'est à peu près une personne sur 10 qui vit avec le diabète selon les chiffres de 2022. Et on sait que c'est un chiffre qui est en croissance malheureusement.
Donc, c'est une pandémie, c'est une maladie très chronique, donc c'est une maladie à vie qu'on vit avec et qui est associée à beaucoup de complications malheureusement, et c'est pourquoi on traite le diabète. Donc, juste pour vous donner une petite idée, donc, qu'est-ce qui arrive? Naturellement, de façon très physiologique, quand on ingère du sucre, le sucre va aller dans le sang et ça va stimuler une sécrétion d'une insuline qui est très importante, qui est l'insuline, à travers notre pancréas et certaines cellules dans le pancréas qui s'appellent bêta-cells, les cellules bêta. Donc, cette insuline, cette hormone, elle agit comme une clé, en fait, pour ouvrir la porte ou faciliter l'entrée du sucre dans nos cellules, partout, tous nos organes. Et on a besoin de ça, en fait, pour un bon fonctionnement des cellules. Donc, c'est une source d'énergie importante pour le fonctionnement de cellules et différentes fonctions de différents organes. Ce qui arrive, donc, on a deux types principaux, ou bien deux formes principales de diabète, soit le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Le diabète de type 2, c'est probablement la maladie la plus prévalente ou la forme la plus prévalente du diabète, à peu près 90% des cas de diabète. Et dans le cas de diabète de type 2, c'est comme si la serrure, ça ne fonctionne pas bien. Donc, cette insuline, cette hormone, cette clé, elle circule dans le sang avec des quantités qui diminuent au fur et à mesure qu'on vit avec cette maladie et qui ne fonctionnent pas bien pour faire entrer le sucre dans les cellules. En cas de diabète de type 1, par contre, c'est vraiment, même au début du diabète, on a une déficience à l'insuline. Donc là, il y a même une absence de cette clé dans le sang et c'est à cause d'une certaine destruction auto-immune au niveau des cellules qui sécrètent l'insuline, qui fait en sorte que ces deux types de diabète, bien que on a en fin de compte une hyperglycémie ou une augmentation du taux de sucre dans le sang, mais la façon de traiter est un peu différente selon la forme de diabète. Donc, c'est des pilules, des injections non insuliniques en début de diabète type 2. Pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, c'est tout au début qu'on commence avec des injections d'insuline, multiples injections ou des pompes à insuline. Donc, savoir le bon type de diabète est important. Traditionnellement, on parlait de diabète de type 1 chez des personnes qui sont plus jeunes, qui n'ont pas un surpoids ou excès de poids, donc c'est un peu ça le profil. On parlait de diabète de type 2 plus chez des personnes qui ont plus que 40 ans, qui ont un petit surpoids, des autres facteurs déclenchants de diabète. Mais on sait de plus en plus qu'on a plus ce n'est plus le cas parce que là, on a aussi une pandémie de surpoids et d'obésité. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de diabète de type 2 chez des adolescents, des enfants, parfois même. Et on sait de plus en plus que le diabète de type 1, c'est plus une maladie juste des jeunes. On sait qu'à peu près 50% des cas sont diagnostiqués après l'âge de 18 ans. Donc, c'est vraiment une maladie aussi très, très répandue ou bien conforme de diabète. Il existe encore des formes de diabète, et ça, c'est important vraiment de connaître les formes de diabète qui peuvent même parfois se présenter avec des profils qui s'apparentent au type 1 et type 2. Donc, parfois, on est en clinique, puis on ne sait pas exactement c'est quoi la forme de diabète que la personne vit avec. Je vous donne des exemples, par exemple, ce qu'on appelle le LADA. Donc, ça, c'est un diabète auto-humain à la base, mais au début de la maladie, c'est une survenue à l'âge adulte, puis les personnes peuvent présenter un petit surpoids, donc on va les traiter comme des types 2. Ils peuvent traîner avec ce diagnostic pendant quelques années avec peut-être un mauvais contrôle de la glycémie. Donc, mais à la base, c'est une maladie auto-immune. Donc aussi, le CHUM, en fait, s'intéresse à aussi comprendre un peu plus ces types de diabète qui sont un peu différentes. On peut avoir aussi, on appelle ça diabète à tendance cétosique, vous allez entendre parler de ça. On peut avoir aussi des diabètes monogéniques, donc contrairement à type 1, type 2, où c'est vraiment un risque polygénétique, donc c'est plusieurs variantes, plusieurs risques génétiques chez la personne. On peut avoir une mutation ou une variance dans un seul gène et qui peut être transmis dans une famille. Et ça aussi, il faut savoir le type pour bien adapter le traitement.
Il existe aussi des diabètes qu'on appelle secondaires à d'autres conditions, à d'autres maladies, comme par exemple le diabète qui survient pendant la grossesse. On peut avoir aussi des maladies, disons, qui nécessitent des hautes doses de cortisone, de traitement, parfois en chimiothérapie. Donc ça peut aussi augmenter le risque d'avoir un diabète qui est secondaire à cette condition. On peut avoir aussi un diabète qui est secondaire à la fibrose kystique. On peut avoir aussi des maladies parfois où on sécrète naturellement plus de cortisone qu'il le faut et qu'on appelle Cushing. Et ça aussi, c'est des formes de diabète. Donc ça, j'ai vraiment pour vous dire les types de diabète. Et dans tous les cas, toute forme de diabète, ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer l'hyperglycémie, donc les sucres élevés dans le sang. Et c'est là qu'on veut vraiment prévenir les complications qui peuvent être secondaires à cette hyperglycémie. Et pendant le traitement, on peut parfois aussi avoir des hypoglycémies, ça veut dire des baisses de sucre dues au traitement, surtout les personnes qui prennent certains types de pilules ou bien des injections à l'insuline. Donc moi, vraiment, j'aimerais ce que j'aimerais partager avec vous, ma perspective comme clinicienne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans nos rendez-vous avec nos patients et tout ça? C'est vraiment on va dire, vu que c'est une maladie chronique, donc on va voir les patients pendant plusieurs années. C'est un lien assez, disons, qui se développe avec le temps. Donc, on se connaît. Donc, on parle là ici des médecins avec leur propre personnalité. On parle aussi des patients qui sont dans nos cliniques, qui sont aussi leur propre personnalité, leur propre façon de vivre avec cette maladie chronique. Et de plus de ça, il y a aussi les phases de la vie. Donc, on a toujours des trajets de vie. On passe tous par des moments un peu plus durs, un peu moins durs dans notre vie. Et on sait que ces moments, ces conditions, ça a un impact sur la gestion du diabète chez les personnes. Et vice-versa aussi, le diabète comme tel peut affecter la façon dont une personne vit sa vie, comment elle agit avec les différentes phases de la vie. Donc, c'est dans cette perspective aussi que ce lien devient très important et ça devient toujours une décision partagée entre. Donc, nous, on est des facilitateurs, on accompagne nos patients, mais c'est vraiment eux aussi qui sont au centre de tout ça. Puis pour moi aussi comme chercheur, c'est vraiment cet aspect aussi que je trouve que c'est là en fait, c'est en clinique, avec le contact avec les patients, qu'on peut poser les bonnes questions, les questions pertinentes de recherche. C'est avec de voir c'est quoi les problèmes, c'est quoi parfois ces discussions, parfois c'est une question que le patient pose qui allume une idée dans « Ah oui, mais on n'a pas vraiment une réponse claire, on va aller regarder la littérature. » Non, il n'y a pas vraiment une réponse claire. Donc, ça reste une place que les soins, la recherche sont étroitement liés, vraiment. Et puis, c'est un peu dans ce sens-là aussi que les choses peuvent se développer. Donc, juste pour vous partager l'idée que recherche et clinique et soins cliniques sont vraiment étroitement liés en médecine en général, que ce soit pour le diabète ou d'autres maladies aussi. Donc, c'est un petit peu dans cette perspective que j'aimerais parler. Puis, en fait, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que donc, toute cette perspective d'avoir un lien très étroit entre la recherche clinique, les soins, la recherche fondamentale aussi, et puis d'autres types de recherche, ça, c'est en fait une des missions du Centre d'expertise en diabète du CHUM. Et j'aimerais ça, en fait, souligner le 2e anniversaire de ce Centre d'expertise en diabète qui est aujourd'hui, en fait. Et j'aimerais aussi prendre un petit moment, si c'est possible, Alors, quelques secondes, oui. De vraiment remercier les donateurs, le donateur fondateur du centre d'expertise qui est Novo Nordisk et le donateur principal aussi qui est Metro, qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, on les remercie parce que c'est comme ça aussi que les choses avancent. Et puis, dans le centre d'expertise de diabète, en fait, on a un des projets, par exemple, pour vous donner une idée, c'est la clinique pour les jeunes adultes. Et c'est là que j'ai croisé, en fait, Vasilisa. Donc, je la laisse la parole. Mais formidable. Alors, vraiment, merci. Alors, on a essayé vraiment de contenir dans le temps, mais je sais que c'est tellement impossible. Les chapeaux que tu portes sont vraiment fascinants. On a vu à quoi ça ressemble l'humaine qui porte les chapeaux de chercheurs et de cliniciennes. Et alors, merci, tu ouvres la voie, tu paves la voie pour parler de cette intrication qui existe entre la recherche, la clinique
et ce que peuvent apporter les patients de tous âges, en l'occurrence Vassilissa, que tu as connu dans le cadre de cette clinique pour jeunes adultes. Et justement, Vassilissa, aujourd'hui, pour toi, devant ce public qui vient avec l'intention d'en apprendre davantage sur le diabète, non seulement en termes d'une masterclass de pathophysiologie, comme vient de le faire Nadine, mais aussi d'un point de vue de l'humain, du vécu en tant que patiente, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, t'a motivé à rencontrer ce public passionné? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Merci pour la question. Je suis ici, je m'implique dans des événements tels qu'aujourd'hui dans l'espoir que mon expérience puisse contribuer à la création d'une communauté plus large, sensibilisée à la réalité d'une personne avec le diabète de type 1. Et ce qui inclut de un les faits. Donc, j'espère que Dr. Taleb vous a vu élucider un peu ce qu'est le diabète. C'est quoi la différence entre le diabète de type 1, type 2, et le fait que n'importe qui, de n'importe quel âge, peut être diagnostiqué avec le diabète. Surtout en ce qui concerne les symptômes, puisque beaucoup de mes amis diabétiques et ma sœur, en fait, ont été diagnostiqués avec le diabète dans des circonstances assez intenses, assez comme traumatisantes. Leur vision est devenue floue, ils se sont évanouis, ils ont dû aller aux urgences. Donc, et alors que moi, j'ai été chanceuse, entre gros guillemets, parce que mes parents ayant la connaissance des symptômes, et dès qu'ils ont vu chez moi une perte de poids soudaine, le fait que je buvais constamment de l'eau, ils m'ont juste amenée à l'hôpital et j'ai pu être diagnostiquée d'une façon moins intense, disons. Donc, je partage mon expérience pour essayer de un peu prévenir cela, mais aussi pour sensibiliser le public au fait que, puisque c'est une maladie qui a un peu des symptômes invisible. C'est pas comme si tu avais une jambe de cassée. C'est une maladie qui exige un effort constant, agir de la part de son propre organe. C'est exigeant, ça requiert une discipline, une grosse responsabilité. Ça requiert de la... Il n'y a pas beaucoup de place pour l'impulsivité dans ta vie. Il faut que tu te planifies à l'avance. Tu planifies au pire. Qu'est-ce qui se passe si je vais tomber en hypoglycémie à ce moment-là? Donc, et ajouter à ça tous les facteurs qui influencent ta glycémie que tu ne peux pas contrôler. Donc, tu peux contrôler comme ton exercice, ton régime alimentaire, mais en plus de ça, il y a d'autres facteurs qui influencent ta glycémie. Ça a un poids sur ta santé mentale. Mais en fait, quand j'ai été diagnostiquée à 9 ans avec le diabète de type 1, j'étais un peu dans le déni. J'avais un peu honte de faire mes injections en public. Je ne voulais vraiment pas en parler. Et je pense que les gens ne savaient pas vraiment comment s'adresser à moi parce que je ne les informais pas. Donc, les profs me distinguaient un peu des autres en me donnant comme un crayon au lieu des bonbons qu'ils donnaient à tous les autres à l'Halloween, alors que théoriquement, j'aurais pu avoir le bonbon. Donc, je pense que c'est important. Ça a été un long parcours d'acceptation pour moi. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est le support de la communauté diabétique elle-même, soit sur les réseaux sociaux, soit les camps camp d'été pour jeunes avec le diabète, qui m'a montré que c'est pas juste moi et ma sœur qui ont le diabète, il y a d'autres mondes, puis ils vivent leur vie, puis ils vont bien. Donc, et aussi d'avoir des professionnels comme au CHUM qui sont à l'écoute vraiment de mes particularités comme un individu, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc, Et ce vécu, merci du partage. Hein, c'est vrai, parce que moi-même, par exemple, je suis chercheur plus fondamental, donc je suis là à décortiquer des mécanismes biologiques, mais ce vécu, cette chose, on n'est pas nécessairement exposé à ça. Et est-ce que finalement ce vécu, cette richesse, finalement, dans ton parcours, comment tu as surmonté les éléments qui ont pu être associés au diabète et qui ont pu peut-être compliquer certains aspects de l'enfance, peu importe. Est-ce que c'est cette force-là qui t'a motivé à aller de l'avant en tant que patiente partenaire, ou quels sont les autres? Qu'est-ce qu'en tant que patient partenaire, tu as à cœur finalement d'apporter? Oui, justement, comme je l'ai mentionné, maintenant je suis confortable de parler de mon diabète, évidemment. Et
maintenant, je veux prendre tout ce que j'ai appris avec mon expérience pour apporter ma perspective à justement la clinique pour jeunes adultes avec le diabète de type 1, puisque c'est une population qui a des besoins particuliers, ils sont dans un moment de transition dans leur vie. Et personnellement, moi, je pousse vraiment pour qu'on incorpore des tests de dépistage comme de santé mentale, d'anxiété et de dépression dans les rendez-vous eux-mêmes pour essayer un peu de prévenir soit le burn-out diabétique, quand la charge mentale est trop grande pour qu'on puisse... est trop grande. Et on arrive à un point où on ne peut plus s'occuper de notre maladie. Donc, et éventuellement, j'aimerais aussi participer à des projets de recherche pour que mon expérience, mes données de la vie de tous les jours puissent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de jeunes diabétiques ou de diabétiques d'aujourd'hui, mais aussi dans les générations futures. Alors ça, c'est bravo. Et vraiment, bravo, je me joins aux applaudissements aussi parce que les patients partenaires, j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns, de discuter avec certains d'entre eux. Toi, évidemment, tu es la dernière en liste. Et c'est à chaque fois le même feeling qu'on ressent, ce besoin, cette envie de vous applaudir, vraiment de convertir vraiment cette expérience qui a quand même son lot d'aspects négatifs en énergie pour aller de l'avant et aider les autres. C'est d'une bravoure absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, tu as parlé de ce que tu aimerais finalement apporter comme point de vue à la recherche scientifique. Et donc, j'ai vu bien sûr le regard et les oreilles attentifs d'un chevronné de la recherche en maladie cardio-métabolique, donc Guy. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça t'évoque en tant que chercheur fondamental? Et d'abord, c'est quoi la recherche fondamentale? Oui, merci Sabri. Pourquoi Vasilisa va écouter toi et moi, effectivement. Mais la recherche fondamentale, qu'est-ce que c'est? Mais si on veut développer les nouvelles approches et les nouvelles pistes thérapeutiques, il faut que nous comprenions pas juste la maladie et la pathophysiologie de la maladie, mais il faut qu'on ait une connaissance de la biologie du sujet normal. Donc, à prendre un exemple pertinent aujourd'hui, si on considère ce qu'a fait Banting, Best et Collip et mon cher compatriote MacLeod il y a 100 ans à Toronto, où ils ont découvert l'insuline et ils ont purifié le principe actif du pancréas à partir d'un chien. Tout ça est dû à 2000 ans de recherche auparavant. Il a fallu que les Grecs ont décrit le diabète. 100 ans après la mort de Jésus-Christ, déjà. Et puis, il faut considérer la contribution de Paul Langerhans, qui a décrit les îlots pancréatiques, et puis Minkowski, un chercheur en Allemagne, qui a démontré ce qui se passe si on enlève le pancréas d'un chien. Le chien démontre tous les symptômes de diabète. Donc, déjà, Banting et collègues ont su ce qui allait se passer. Leur raffinement, c'était de pouvoir faire la ligature du canal pancréatique pour faire en sorte que le reste du pancréas se digère, et puis ils ont pu obtenir les îlots et puis purifier l'insuline finalement. Mais là, tout ça, il a fallu des connaissances fondamentales de la science. Comment mesurer le glucose déjà? Ça a fallu les développements en chimie pour faire ça. Comment purifier une protéine? Ce n'est pas évident. Il a fallu des avances dans ce domaine-là. Donc, tout ça a impliqué pas mal de connaissances existantes. Et plus tard, dans les années plus récentes, si on considère notre capacité de produire l'insuline humaine, ça a été dû au clonage de son gène en San Francisco pendant les années 70, par exemple. Comment améliorer l'efficacité de cette hormone? Eh bien, il a fallu qu'on définisse sa structure en 3 dimensions. Donc, à ce moment-là, il a fallu une connaissance de la physique, comment la lumière interagit avec les matériaux, avec les cristaux. Bon, donc ça s'était fait par Hodgkin à Oxford. Donc, sans tout ce genre de connaissances, on n'aura pas pu vraiment avancer le sujet. Donc, effectivement, la science de base fait une sorte d'une toile d'interaction qui, ensemble, crée un environnement où nous pouvons avancer la science. Donc,
c'est pas seulement les interactions avec les patients et les patientes, mais c'est tout ce qui se passe derrière qui permettent des avances à se produire. C'est formidable de voir que dans le domaine du diabète, c'est bien le cas également. On en a abondamment parlé pendant la Covid, quand on parlait des vaccins ARN et qu'on expliquait que si on a pu en sortir aussi vite, c'est parce qu'il y a eu des décennies de recherche sur les ARN en amont. Et là, tu nous expliques que dans le domaine des maladies cardio-métaboliques, le diabète, on a des siècles d'intérêt. C'est quand même formidable. Donc ça montre, et justement, de ce que... alors ça, c'est l'aspect fondamental. Et le dialogue qui existe entre le chercheur fondamental et le patient, comment ça s'inscrit dans ce continuum historique de découverte, y compris actuel, selon toi, Guy? Mais si on parle de l'actuel, c'est très important. Nos interactions avec les patients, pour donner un autre exemple concret, quand nous faisons des demandes de fonds, il faut que nous soyons capables de vulgariser. Et puis, on a un partenariat avec une fondation aux États-Unis, avec plusieurs patients et patientes qui nous aident à expliquer ce que nous faisons, pourquoi c'est pertinent à eux, à quel point ça va changer leur vie, à quel point ils peuvent réduire le nombre d'injections par jour. Et ça, c'est très important pour nous, à ne pas aller trop loin, d'être trop éloigné de la réalité de la maladie. Ils nous aident à nous recentrer, c'est vrai, en tant que jeunes chercheurs. C'est vrai, on a tendance à... Ils servent, au fait, nos chers patients, partenaires, à nous amarrer à ce qui compte pour éviter qu'on se perde dans des bulles philosophiques trop déconnectées du besoin à court terme et moyen terme. Formidable. Alors, étant donné qu'on a parlé de cette interaction justement entre chercheurs et patients partenaires, bien, je me tourne vers toi, Claudia, et puis éventuellement Vassilicia. Quel est votre point de vue sur la question? Quelle est votre perspective aussi? Bien, en fait, là, je vais m'éloigner un petit peu de ce qui était prévu. Le temps passe trop vite. Donc, moi, je suis patiente aussi atteinte de diabète de type 1 comme Vassilicia depuis maintenant 26 ans. Donc, c'était dans une autre époque. Les endocrinologues diront, dans ce temps-là, on n'avait pas les mêmes traitements. Donc, de toute évidence, la recherche a permis d'avoir de meilleurs traitements qui sont plus... qui ressemble plus à un sujet sain, justement. Donc, grâce à ces traitements-là, on peut avoir une vie qui est plus intéressante et plus vraie de la vraie vie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, dès le diagnostic, ce qui m'a rentré dedans, pour ne pas dire un autre mot différent, dès le moment où j'ai été diagnostiquée, mon grand-papa est venu me voir, c'était le premier, parce que lui était atteint de diabète de type 2. Et la première chose qu'il m'a dit, dans toute son empathie, c'est ça, c'est une maladie de fou. Ça rend fou, le diabète. Et il avait raison. Et il avait raison, ça rend fou avoir le diabète un petit peu parce qu'on est, comme Vassilicia l'a expliqué, on est dans la charge mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est dans le jugement. On reçoit le jugement des autres, de notre famille, malgré toutes les bonnes intentions, là, je ne veux pas pointer les gens du doigt, mais il y a du jugement dans la société, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2, mais je suis prête à dire que diabète de type 2 reçoivent plus de jugement que nous encore. Et même dans le milieu médical, il peut y avoir du jugement parce qu'on va se fier un petit peu à notre réussite ou notre intelligence va peut-être être un petit peu, malheureusement, être regardée selon nos résultats. Puis là, il faut défendre que oui, on comprend, que la difficulté, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de la vraie vie. Donc, la vraie vie avec le diabète, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des glucides, c'est pas juste une hémoglobine glyquée ou une glycémie, c'est du petit quotidien, là. C'est prendre la voiture, il faut que j'y pense d'avance parce que dois prendre l'autoroute, il faut pas que je fasse un hypo, j'ai mes enfants dans l'auto. Donc, c'est toutes sortes de choses qui sont envahissantes. Donc, moi, c'est beaucoup ça, en fait, qui m'a amenée à m'impliquer au niveau du patient partenaire parce que j'avais l'impression que dans le système de santé, je voulais les aider à m'aider, mais ça intéressait pas tant que ça. Oui. Puis là, je me suis dit, ben moi, je vais faire différemment et j'ai étudié en psychologie et ensuite en nutrition et je suis nutritionniste aujourd'hui. Mais je suis partenaire de mes patients, mais ça me satisfait pas encore assez. Donc là, vraiment, je me suis impliquée au niveau du patient partenaire pour aller rejoindre plus de gens. Puis en tant que patiente, que ce soit diabète ou n'importe quelle autre maladie, on a quand même plusieurs savoirs, plusieurs connaissances qui sont
dans le fait de vivre avec une maladie chronique, comment on est abordé dans le système de santé, comment ça fonctionne un système de santé, juste la prise de rendez-vous. Si quelqu'un n'a jamais pris un rendez-vous, je vous assure que c'est assez complexe et beaucoup moins facile qu'on veut nous le faire croire, là. Donc, tout ça, c'est des connaissances que les patients ont en commun. Donc, je ne suis pas seulement impliquée au niveau du diabète comme patiente partenaire, mais au niveau de plusieurs autres instances. Alors, c'est formidable. Vous voyez, comme je disais, hein, chers patientes et patients partenaires, c'est exactement ça que vous suscitez comme élan, c'est des envies de vous applaudir. Et d'ailleurs, dans ce que tu as dit, tu me tends la perche pour poser justement la question à Nadine. Donc, comment est-ce que concrètement les patients et patientes partenaires peuvent s'impliquer, apporter à la recherche clinique de ton Oui, point de vue? donc de plus en plus, on reconnaît que le rôle central, en fait, des patients. Et ça, c'est vraiment à travers tous les aspects. Donc, que ce soit les soins, même ce que Claudia venait de dire, donc un petit détail qui pourrait sembler comme un petit détail, prendre un rendez-vous et tout ça, c'est des choses qu'on doit travailler. Donc, vraiment, mais aussi, nous, parfois, comme professionnels de la santé, ça se peut qu'il y en a disons même la façon dont on priorise certaines questions ou bien certaines questions de recherche ou bien de soins. Donc, on s'entend, c'est tout bien lié ensemble. Ça se peut que nous, on priorise d'une façon différente. Puis tout d'un coup, là, quand on parle à une personne qui vit avec l'expérience de vivre avec un diabète, elle nous dit « Ah non, mais ce problème, ça ne m'intéresse pas d'être adressé en la première chose. Je veux, par exemple, que, disons, mes besoins en santé mentale aussi, disons, mes besoins en acceptation de la maladie soient traités en premier, avant peut-être que la technologie va encore beaucoup plus loin. Donc, je pense, sans la perspective des patients, disons, cette casse-tête de mettre les pièces ensemble pour pouvoir vraiment améliorer en fin de compte, les soins et le bien-être d'une personne qui vit avec le diabète, ça ne se fait pas sans nos patients et à toutes les étapes, vraiment. Donc, même en recherche fondamentale, comme Guy vient de le dire, on a besoin d'eux pour vulgariser à d'autres personnes, pour faire comprendre ce qu'on est en train de faire. En recherche clinique, on a besoin d'eux aussi, même dans la façon dont on fait la conception, en fait, de concevoir nos études. Je peux, par exemple, vous donner un exemple qu'on donne souvent. Donc, vous avez entendu parler peut-être du projet Better. C'est un registre au Canada pour le diabète de type 1 qui a été lancé, c'est au Québec qui a été lancé, mais maintenant c'est élargi au Canada. Puis, c'est depuis les premières étapes, moi j'étais dans le temps en doctorat, donc dans mes études et formations. Puis, le projet était fait, en fait, pour la technologie, tout ça. Puis, c'est les patients partenaires qui ont un petit peu renversé la priorité des questions dans ce registre. Donc, pour eux, c'était non, on veut des solutions, on veut qu'on prévienne l'hypoglycémie. Pour ça, on parle de type 1. Et j'aimerais ça, donc, c'est cette façon de changer les choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'une question est plus importante qu'une autre. Donc, il faut répondre à toutes les questions, hein. Donc c'est ça en fait le but, mais la façon de prioriser et puis d'attaquer et soulever des questions, des perspectives qui sont importantes. Donc quand vous voyez en fait cette diapo, ça résume un petit peu. Donc pour aller avec amélioration des soins, le patient partenaire qui peut être un participant de projet de recherche, qui peut être quelqu'un qui est comme dans un profil de chercheur. À toutes ces étapes, il doit être là. Donc, ça, je vous montre un petit peu comme un cercle. Donc, on est vraiment dans un cercle, mais il ne faut pas imaginer que c'est un cercle où ce n'est pas un cercle vicieux. On est avec un cercle qui est en train d'augmenter de diamètre pour englober toutes les questions possibles et tous les aspects du diabète. Et ça ne se fait pas qu'en intégrant tous ces éléments et en intégrant la perspective des personnes qui vivent avec le diabète dans tout ça. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire. Absolument formidable, parce que oui, effectivement, vivre la maladie dans sa chair, c'est être dans la position de savoir ce qu'on veut soulager en premier. Effectivement, ça semble tomber sous le sens, mais effectivement, ça ne s'invente pas. Et d'ailleurs, justement, Vassilissa, toi qui disais être intéressé finalement par la science, quels sont
en lien avec ce que disait Nadine, alors quand je dis selon toi, ce n'est pas pour être indiscret, mais selon toi en tant que patiente, donc selon ce que tu discutes avec les autres patients et patientes, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y a actuellement comme enjeux qui, selon toi, mériteraient d'être soulevés par la recherche clinique ou fondamentale? Ben, justement, comme Nadine a dit, c'est un cercle, tout est vraiment important. Mais ce que j'entends de mes amis et de ma sœur et de moi-même, nous pensons que la technologie, avec un moniteur de glucose continu, de ce que j'utilise maintenant, ça a vraiment comme optimisé, changé ma vie déjà. Comme j'ai passé à me piquer, voir ma glycémie comme 4 à 7 fois par jour jusqu'à recevoir une donnée à toutes les 5 minutes. Et c'est un système qui me protège. Je me sens en sécurité avec ça. Donc, pour moi, ça me satisfait. Et ce que j'aimerais comme plus travailler, c'est justement ce que j'avais mentionné tantôt, c'est plus l'angle de santé mentale. Donc, pour pouvoir... parce que la plupart du temps, c'est nous qui sommes en charge de la maladie. Donc, il faudrait qu'on soit à notre maximum pour être les meilleurs médecins à la maison qu'on puisse être. Donc être le meilleur finalement partenaire de tes propres soins, Exactement. effectivement. Donc quand on entend ça, on entend toute la... Et puis je suis sûr que finalement, la part du public, c'est le cas aussi, en tout cas c'est mon cas. On s'interroge sur finalement la recherche. Donc je disais, on a au CHUM, on est doté d'un centre de recherche, hein, donc un immense cube où incube les idées, où on génère de la connaissance et de la science. Et alors, on se pose la question brûlante, où est-ce qu'on en est? Alors, je me tourne vers Guy, je connais tes connaissances, non, je sais que tu as des connaissances encyclopédiques dans le domaine. Alors, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur qu'est-ce qu'on en est? Vas-y, fascine-nous. Vous avez 5 minutes, monsieur le professeur. Je le respecte, j'aime ça. Est-ce que c'est possible d'avoir la prochaine diapo? Ou bien est-ce que ça change? Bon, de toute façon, juste pour amplifier quelque chose que Nadine vient de dire, je viens de publier un rapport sur une étude faite partiellement en Europe et partiellement aux États-Unis, qui comprenait 6000 patients, quelque chose comme ça. Et puis, ces patients ont tous donné leur sang, quelques millilitres, il faut dire. Et puis ensuite, on a pu identifier certains biomarqueurs. Et ça, c'est quelque chose où on a besoin des 1000 de patients pour pouvoir détecter des petits changements dans la concentration de telle ou telle molécule dans le sang. Mais en fonction de ça, on a pu identifier ces biomarqueurs qui, à la fois, vont aider à diagnostiquer qui a besoin d'un traitement plus intense. Et de plus, on a la possibilité de développer une façon de changer la concentration de ces molécules dans le sang afin de changer la progression de la maladie. Donc voilà, c'est facile à dire, à consentir, à dire oui, vous pouvez utiliser mon sang pour telle ou telle étude. Déjà, c'est bienvenu de notre part. Alors, juste ici sur cette diapo, je voulais juste faire un petit résumé très rapidement de quelques développements dans le domaine qui pourraient vous intéresser. C'est fort possible que vous les connaissez déjà, mais dans le contexte de diabète de type 1, on a fait des belles avances récemment sur les cellules souches, c'est-à-dire les cellules qu'on peut utiliser à produire l'insuline après la greffe sous-cutanée d'un patient. Donc pour ça, on a dû prendre les cellules, les fibroblastes, un petit échantillon de la peau d'un patient, et puis on a pu les convertir en cellules bêta. Bon, ça semble très facile à dire, mais c'est super compliqué. Ça a impliqué les groupes aux États-Unis, au Canada, qui ont développé ces façons de faire cette conversion afin qu'on puisse traiter le diabète avec les cellules qui sécrètent, qui remplacent les cellules qui ont été détruites chez la patiente. Donc, il y a des avances très intéressantes à ce sujet. Récemment aussi, parce qu'après la découverte d'insuline, il n'y a pas eu un traitement pour le diabète de type 1, sauf l'insuline ou bien une greffe d'îlot qui a été faite justement à Edmonton. Mais il n'y a absolument pas assez d'îlots pour traiter les patients qui ont besoin de ça.
Donc, si on pouvait ralentir ou prévenir la conversion en diabète type 1, ça nous aiderait beaucoup. Et il y a une étude qui a été publiée il y a 3 ans qui a décrit un anticorps, c'est-à-dire une molécule qui touche à certains types cellulaires, les cellules immunitaires, afin de bloquer leur action et réduire la destruction de la cellule bêta. Si on injecte ces cellules dans les proches d'un patient atteint de diabète de type 1, on peut ralentir par 2 fois la progression de la maladie. Donc ça, c'est une avance très importante. Ça vient d'avoir la bénédiction de la FDA assez récemment. Oui, c'est en cours, en fait, en Diabète Canada. C'est en cours. Vous allez entendre, oui, on appelle teplizumab. Donc, c'est en cours aussi. Okay. C'est le genre Canada. De choses qu'on aime entendre ici. Ouais. Okay. Ensuite, en ce qui concerne le diabète de type 2, ben, vous savez peut-être tous qu'il n'y a pas une façon de guérir, mais on sait déjà, il y a certaines choses qu'on peut faire, et Nadine peut parler plus de ça, si on réduit brutalement la prise alimentaire, combien de calories vous mangez par jour, jusqu'à 600, un truc comme ça, vous pouvez vraiment réduire les symptômes de la maladie. Dans le même style, la chirurgie bariatrique a des effets très impressionnants. On peut presque guérir le diabète de type 2 avec la chirurgie bariatrique. Et lié à ça est le fait que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on a une sécrétion relargue augmentée de ces petites molécules de l'intestin qui s'appellent les incrétines, qui sont normalement relarguées quand on mange, mais ces molécules sont capables de couper la faim, couper l'appétit plutôt. Et puis c'est grâce à ça qu'on a développé l'Ozempic, le semaglutide, qui est pris par les vedettes hollywoodiennes, etc. Mais ça coupe vraiment la faim et ça réduit l'appétit et ça traite le diabète aussi parce que ça stimule, ça touche les cellules bêta-pancréatiques et ça augmente la sécrétion d'insuline. Donc, ce sont vraiment formidables. Leur efficacité est vraiment dramatique. D'après les résultats récents, on peut couper le taux de diabète par 75%. Et puis, 50% des individus qui ont pris ce médicament ont un taux de glycémie qui est essentiellement normal, c'est-à-dire un HbA1c de moins de 5,7%. Donc, c'est vraiment, vraiment radical. Mais il faut toujours prendre ces médicaments. On ne peut pas s'arrêter. On essaie de développer les variants qui peuvent être pris moins fréquemment, tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui doit être pris toutes les semaines, effectivement. Mais les résultats sont extraordinaires. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai déjà parlé des biomarqueurs. C'était vraiment... non, mais on buvait tes paroles. Oui, je peux peut-être ajouter quelques points à ce que Guy vient de vous raconter. Donc, c'est vraiment des molécules qui sont nouvelles pour le diabète de type 2, puis qui ont un peu révolutionné la façon dont on traite le diabète. Donc, comme l'Ozempic, la semaglutide. Il y en a d'autres molécules aussi qui ont des effets similaires. Ça s'appelle Mounjaro, tirzépatide, qui est en fait approuvé par Santé Canada et va être sur le marché bientôt. Donc, au-delà aussi du fait que c'est des molécules qui vont stimuler la sécrétion de l'insuline chez les personnes qui vivent avec le diabète de type 2, et c'est aussi des molécules qui sont très importantes pour prévenir des complications macrovasculaires aussi, donc au niveau cardiaque et au niveau de protection des reins. Donc, c'est vraiment, c'est en fait des molécules. Un des principaux chercheurs qui a étudié ces molécules, c'est Dr. Drucker qui est à Toronto. Et ça, c'est aussi un exemple des molécules qui ont été développées dans la recherche fondamentale. Et puis maintenant, on est en train de les utiliser et ça vraiment aide beaucoup à mieux contrôler la glycémie, même avec une certaine molécule qui s'approche un petit peu de la chirurgie bariatrique, certains types de chirurgie bariatrique chez des personnes qui ont un surpoids ou en obésité. Donc, c'est un peu pour vous montrer comment les choses avancent.
C'est de pour façon montrer assez rapide. l'interaction aussi finalement des trois segments de la recherche, comme tu l'as si bien expliqué, Guy. Exact. Ces coupes-fins, finalement, dont on dit qu'ils sont des miracles pharmacologiques, en réalité, il fallait de la recherche fondamentale, largement en amont, pour découvrir qu'à la base, ce sont des molécules que notre organisme produit. Donc, on les produit, puis après, ça a consisté à les améliorer et bien évidemment avoir le feedback des patients. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Je peux ajouter juste un petit point. Oui, très court. Donc, c'est un peu le concept de ce qu'on appelle en diabète de type 2. Donc, on est loin de dire guérison, que ce soit pour le type 1, que ce soit pour le type 2, mais on parle un petit peu de rémission de diabète de type 2. Donc ça, c'est à travers les chirurgies bariatriques. Oui. Il y en a 50 à 60% des personnes qui peuvent être en rémission, donc avoir une glycémie qui s'approche de la normale sans aucun médicament pendant 3 mois au moins. Oui. Et puis, on a aussi des diètes hypocaloriques, mais c'est des choses aussi qui sont en développement, donc qui ont besoin plus de recherche pour le moment. Formidable. Merci infiniment pour ce survol. Je savais que ça allait être fascinant. On pourrait en parler pendant des heures, mais comme c'est Humaniscience, on veut bien entendu se tourner vers le public. Et juste avant ça, je veux laisser les mots de la fin à Claudia et Vassilissa. Vous avez 10 secondes chacune. 20 secondes. Dites-nous, après ce survol fascinant, qu'est-ce que selon vous, il resterait à faire? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de plus dans la recherche? Bien, en fait, je pense que moi et Vassilissa, on a tous les deux parlé beaucoup de santé mentale. Et je tiens à y revenir parce que, bien que je trouve ça fascinant, la recherche fondamentale ou le développement des technologies, définitivement, je ne serais pas contre. Là, ma vie est grandement améliorée par ça. Par contre, en attendant de guérir ou en attendant d'être traité par de la médication ou l'intelligence artificielle, il faut continuer de vivre, puis de vivre une vie heureuse, pas seulement survivre avec la maladie. Puis ça, c'est un petit peu, je pense, le parent pauvre, là, la santé mentale. Puis on parle, tantôt on a nommé anxiété, dépression, tout ça, mais aussi seulement le bien-être ou le mal-être mental. C'est pas obligé d'avoir un diagnostic pour qu'on s'y attarde et c'est impossible de prendre soin de soi-même si ça va pas bien, si on n'est pas heureux. Donc, selon moi, c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement mettre de l'avant aussi, sans laisser tomber la recherche fondamentale, mais vraiment en parallèle, parce qu'au bout de 26 ans de diabète, j'en ai eu des années difficiles avant d'avoir les super traitements dont on parle aujourd'hui. Exactement. Vassilissa, tu voulais ajouter un petit quelque chose? Je pense qu'elle a très bien expliqué. Alors, on vous applaudit bien fort. Franchement, on pourrait en discuter pendant des heures. C'est pas compliqué. Moi, ça fait 10 ans que j'étudie là-dedans et je suis loin d'être tanné, sauf qu'on est limité, hélas, par le temps, parce qu'il y a un miracle que la science n'a pas encore réussi à faire, c'est celui de rallonger le temps. Alors, on va se tourner vers le public. Alors, ça se passe de manière très simple. Si vous avez une question dans la salle ici, on va vous approcher un micro, juste à lever la main, s'il vous plaît. Et on va alterner une question en présentiel et une question sur le Facebook Live, parce qu'on est également suivi sur Facebook. Et il y en a des questions sur le live. Allons-y. Alors, on n'a pas parlé des résistances à l'insuline, spécifiquement pour le diabète numéro 2. Et la cause principale que je pense pour le diabète numéro 2, c'est la malbouffe, la nutrition raffinée. Alors, je voudrais que vous parlez de ça. Oui, je voudrais s'emparer de la question. Adine aussi, notre collègue nutritionniste avec nous. Oui, tout à fait. Donc, une des principales, quand j'ai parlé au début du fait que la serrure, la clé, l'insuline, ça ne fonctionne pas très bien en fait en diabète de type 2, c'est à cause d'une ce qu'on appelle résistance à l'insuline qui pourrait être liée à plusieurs facteurs. Un de ces facteurs pourrait être le surpoids ou l'excès de gras, la façon en fait comment on dépose aussi ce gras dans notre corps sur des organes où il ne faut pas les avoir. Donc la résistance à l'insuline, c'est en fait une des principaux problèmes dans le diabète de type 2. Puis c'est vrai, donc ça n'empêche pas que aussi en diabète, donc c'est un aspect peut-être qu'on n'a pas eu le temps de discuter, mais les habitudes de vie, donc le mode de vie, le plus qu'on peut s'approcher d'un mode de vie plus sain, donc que ce soit en nutrition, je profite aussi pour mentionner l'activité physique. On sait que même la question de rémission de diabète, c'est vraiment
vous allez entendre parler de plus en plus. Il y a un certain type de diabète qui est hypocalorique, donc on vise à peu près 800 à 850 calories par jour, avec sur 5 mois, donc c'est un peu intense, c'est pas pour tout le monde, mais au moins certaines personnes peuvent bénéficier de ça. Avec de l'exercice, et c'est des personnes qui peuvent, là on est en train de dire au moins 7% de perte de poids qu'on vise avec ce type de programme. Et les personnes qui ont leur diabète de moins de 6 ans, diabète de type 2, il y a quand même à peu près 50 à 60% de rémission suite à ce type de programme. Donc, c'est juste pour vous montrer un exemple. Mais ça n'empêche pas qu'on n'a pas besoin d'aller dans de ce genre d'extrême, un petit peu de diète hypocalorique. Mais aussi juste un petit changement à nos habitudes de vie et tout ça. Et c'est en fait l'importance aussi, et le Centre d'expertise de diabète est en train de faire du point sur ça, c'est l'équipe multidisciplinaire en diabète. Donc, ce n'est pas juste le médecin qui accompagne les personnes qui vivent avec le diabète, mais aussi un nutritionniste, idéalement aussi une personne spécialiste en exercice, et aussi... En fait, on a deux corridors de services avec aussi la psychiatrie, le travail social et tout. Donc, tout ça pour essayer de voir... Idéalement, on doit aller voir... C'est pas toute chose pour toute personne. Donc, il faut aller voir pour chaque personne, c'est quoi sa réalité, dans quelle communauté elle vit, c'est quoi les choses qui sont faisables pour cette personne. Donc, on ne peut pas juste prescrire. Il faut aussi savoir aussi parfois les différences culturelles qui pourraient influencer la façon dont on va recommander une chose pour une personne ou pour une autre. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, la bonne nutrition, ça peut avoir l'alimentation un effet à diminuer la résistance à l'insuline et parfois même arrêter des médicaments, des pilules et avoir un bénéfice sur les complications. Oui. Si nous pouvons diminuer la consommation d'acides gras saturés, la viande, ça aide énormément. Les véganes, ils ont un taux de diabète de type 2 qui est la moitié de la population générale. Donc voilà, éviter trop de viande. Alors, juste avant de passer à Claudia, je veux en profiter pour inclure une des questions qui est dans le chat, justement. On nous demande, est-ce que la farine blanche fait augmenter la glycémie par rapport à la farine de blé entier? Alors, justement, j'inclus la question parce que je sais que tu es nutritionniste. Et tant que monsieur, justement, a posé la question sur la qualité alimentaire, qui, à mon avis, ce n'est pas une question vaine, je veux aussi en profiter, Claudia Vassilissa, vous entendre sur l'inclusivité dans l'offre alimentaire. C'est quelque chose, on fait très attention à ça. On essaye quand on organise des potlucks ou quoi que ce soit, ou même dans l'offre alimentaire en restaurant, on essaye le plus possible de toucher un maximum de sensibilité culturelle, etc., pour que tout le monde soit à l'aise. Est-ce que vous, en tant que personne vivant avec le diabète, vous pensez suffisamment incluse et considérée dans l'offre alimentaire en général? Donc voilà, c'est 3 questions en une, si vous voulez. Je vais essayer de répondre. Premièrement, pour retourner à votre question, là, je mets mon chapeau de nutritionniste, mais j'ai aussi mon chapeau de patiente à travers de tout ça parce que moi-même, j'ai souffert d'importants troubles alimentaires dès le diagnostic. Donc, j'en ai eu pour 8 ans à naviguer entre l'anorexie et la boulimie avec omission d'insuline. Donc, quand on dit la malbouffe, bien évidemment, je ne suis pas contre là, qu'on ait tous de la bonne qualité alimentaire si c'est accessible pour les gens au niveau financier, tout ça, de toute évidence. Par contre, les conseils ou les restrictions qu'on peut lancer de façon sévère, parfois on fait le contraire. Parce qu'on n'est pas seulement une personne dans la logique, là, on est un humain au complet qui mangeons avec d'autres personnes. Donc, parfois, nos conseils nutritionnels en nutrition causent des débordements nutritionnels. Les gens peuvent manger moins bien. Donc, c'est de pourquoi il faut personnaliser, comme Nadine l'expliquait. Il faut regarder la personne. Oui, il y a des conseils de santé publique, gaïonomie, peut-être diminuer les acides gras saturés. Bien sûr, je peux dire ça. Mais quand j'ai quelqu'un devant moi, il n'y a personne qui ne sait pas que c'est pas bon de la poutine pour la santé, mais c'est bon pour l'âme peut-être de la personne. C'est bon pour d'autres choses. Donc, il faut vraiment prendre la personne dans son ensemble pour ne pas faire plus de tort que de bien avec nos restrictions et notre côté très rigide et très strict. Pour la deuxième question, là, on a une réponse très rapide. Est-ce que la farine blanche fait augmenter la glycémie plus vite que la farine de blé? Oui, mais c'est dans l'ensemble, dans le fond, dans votre assiette au total, qu'est-ce que vous allez manger, quelle combinaison de fibres, protéines, glucides vous allez avoir, quel est l'apport total de glucides dans votre assiette. Donc, moi, je vous invite, comme nutritionniste, à faire certains choix. Je vais vous nommer les miens, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre les miens. Mais par exemple, moi, des pâtes de blé,
J'adore ça, ça me convient. Donc, je choisis des pâtes de blé, des pâtes brunes au lieu des pâtes blanches. Par contre, parlez-moi pas de riz brun. Là, vous m'avez perdu. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas bon à mon sens. Donc, je vais faire ce choix-là. C'est ça qu'on va faire avec les patients. On va tenter de personnaliser et d'adapter à vous, pas vous donner un plan à tout le monde ici, c'est impossible. Encore une fois, on parlait de culture. Il faut aussi inclure les aliments que la personne est habituée de consommer dans la vie ou dans sa culture. Puis, la responsabilité n'incombe pas seulement à la personne. Hein. C'est vraiment une responsabilité sociale, la qualité nutritionnelle. On a des enfants qui n'ont pas accès à la nourriture, qu'on voudrait aider à nourrir dans les écoles de façon avec une bonne qualité. L'offre alimentaire autour des écoles, autour du travail, on est envahi de McDo ou, pour ne pas les nommer, Donc, ce n'est pas seulement une responsabilité personnelle à la personne, c'est vraiment plus large que ça. Oui, quand on a le diabète et qu'on n'a pas eu le temps de faire sa boîte à lunch le matin, ça doit être assez compliqué finalement de... Il y a des trucs pour ça. Il y a des On va trucs. aller voir Bon, des ben voilà. nutritionnistes TDAH et on va vous aider. En tout cas, tout ce que tu as dit, moi je retiens que le riz brun, c'est pas mangeable. Alors, Vassilissa, est-ce que tu voulais ajouter un truc? Une autre question. Après ça, on passera à une question du live. Hein. Oui. Ouais, pour répondre à ta question, Sabri, Oui. Si je me sens inclus, ben, quand je vais à des restaurants, par exemple, où ils n'ont pas comme la liste de combien de glucides il y a dans un plat, c'est juste de l'estimation. Ouais. J'assume la responsabilité que si je vais être en hyper, en hypo, donc c'est tout le temps... Donc c'est un autre fardeau que tu ajoutes finalement, un autre fardeau intellectuel que tu t'ajoutes à toi-même de devoir compter. Ouais. C'est bon à savoir. Alors j'ai une question du live, celle-là, elle est vraiment signée pour toi. Une question avant, peut-être. Je vais en prendre une du live d'abord et puis à monsieur. Okay, on va voir. Celle-là, elle est vraiment pour toi parce que je ne peux pas ne pas penser à l'IRCM et à Dr Amassaloré quand je lis cette question. Avez-vous des informations sur l'évolution des pompes à insuline et que pensez-vous de l'intelligence artificielle dans ces pompes? Alors là, vous avez 4 heures. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais essayer quand même d'aller très rapidement. Donc, ça avance très bien. Et je sais qu'on a plusieurs types donc, l'intelligence artificielle, en fait, elle aide à concevoir ou à voir ce qu'on appelle des logiciels ou des algorithmes intelligents qui vont aller prendre en compte ce que la glycémie est dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est à partir des capteurs, donc les petites qu'on va déposer sur les bras ou sur le ventre pour mesurer, en fait, le taux de sucre dans les cellules qui baignent notre peau. Donc, ces valeurs de glycémie sont, en fait, c'est une connexion comme Bluetooth ou quelque chose de genre entre ce capteur et la pompe à insuline. Et dans la pompe à insuline, cet algorithme qui est intelligent, il va prévenir les hypoglycémies, les hyperglycémies. Il va dire à la pompe, par exemple, pendant ce moment, il faut augmenter la façon dont la pompe est en train d'administrer en sous-cutané l'insuline, ou de lui dire, la personne est en train de faire de l'exercice, puis je prévois une chute de la glycémie, donc on va vers des valeurs basses. Parfois, même la pompe, à cause de l'intelligence artificielle, à cause de cet algorithme, elle va même suspendre l'insuline pendant un bout de temps. Puis, le contraire, si on a oublié de prendre notre bolus, disons, du repas, la pompe à insuline va voir que la glycémie est en train de monter et va donner des petites corrections, donc des bolus d'insuline sous la peau. Il faut savoir quand même qu'il y a des limites à ces algorithmes. Ça reste des algorithmes qui essaient de faire de leur mieux. Il y a différents types d'algorithmes aussi sur le marché. Il y a des algorithmes même libres qui sont pas, donc c'est vraiment la communauté des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 qui ont conçu ces algorithmes. C'est approuvé par le FDA, pas encore c'est pas homologué par Santé Canada, mais peut-être ça s'en vient. Donc, ça avance très rapidement. Il faut savoir qu'il y a différents types de pompes, différents types d'algorithmes. Et parfois, c'est le choix donc la personne doit être présentée. C'est ce qu'on fait en fait au CHUM. On présente les différents modèles qui sont sur le marché et on essaie de guider, mais juste donner des conseils. Puis c'est la personne qui va choisir lequel en fait, c'est 3 pour le moment qui fonctionnent le plus. Donc, ça avance très rapidement et c'est très prometteur. Je peux vous dire juste à titre de chiffre, on cherche vraiment à peu près 10 à 15%, même 20% de temps qu'on passe dans des glycémies normales dans notre journée quand on est sous ce type de technologie ou bien de pompe à insuline. C'est pour les types 1, en principe.
mais aussi les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, qui sont sous plusieurs injections d'insuline, donc qui sont vraiment à phase très avancée de déficience en insuline, peuvent aussi bénéficier de ce type de traitement. Incroyable, mais merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a abondamment applaudi nos patientes partenaires à juste titre, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Dr Taleb et Dr Agaï depuis tout à l'heure n'ont pas de notes. Ça coule de source, c'est incroyable. Gaï, peut-être tu voulais rajouter un petit quelque chose ou on passe à la question d'après? Parfait. Bon, alors la question d'après, cher monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Mon nom c'est Tamer. Moi, ça fait depuis 2021, j'ai eu une pancréatite aiguë. Et cette pancréatite aiguë, elle a généré une diabète type 2. Et depuis le mois de mai dernier, que j'ai commencé le traitement et me piquer, puis prendre les mesures. Ma question pour vous, c'est que ces mesures-là sont très variables depuis le mois de juin. Des fois, le matin, c'est bas, et puis je finis ma journée très haut. Et puis, des fois, l'après-midi ou le soir, c'est bas. Le matin, c'est très, très haut. Donc, j'ai joué sur toutes sortes d'alimentations. Finalement, j'ai changé complètement à une alimentation très saine. Ce que je veux dire par là, c'est les pâtes blanches, j'en mange presque plus. Le pain aussi blanc, j'en mange presque plus. En tout cas, c'est tout un changement radical de toutes mes nourritures, mais ça n'a pas changé pour ce point-là, le non-changement de ces valeurs qui m'inquiètent un peu. Alors, très intéressant. Alors on n'ira pas jusqu'à, j'imagine, se substituer à votre équipe traitante, mais je ne sais pas si ça peut évoquer des pistes de réflexion. Oui, donc je vous remercie d'abord parce que vous racontez une réalité des personnes qui vivent avec. Ça, c'est ce que j'avais mentionné aussi au début, qu'il y en a plusieurs formes de diabète, et ça, c'est ce qu'on appelle le diabète secondaire à la pancréatite. Donc, la pancréatite, c'est une inflammation de tout le pancréas. Il faut savoir, le pancréas, il a aussi des enzymes digestifs que ça sécrète, et il y en a l'insuline. Mais aussi, ce qui est dedans le pancréas, c'est une cellule autre que la cellule bêta dont je viens de parler, qui sécrète le glucagon, qui est l'hormone qui fait monter le sucre. Donc, c'est un petit peu, c'est une balance toujours entre insuline et glucagon qui fait en sorte qu'on vit avec une glycémie normale. Donc, quand on a une pancréatite, encore, on perd un petit peu de la fonction des cellules qui sécrètent le glucagon. Donc, vous manquez le glucagon aussi dans votre corps, ce qui fait en sorte que ce que vous êtes en train de vivre de variabilité très intense. Donc, dans votre cas, c'est vraiment, il doit y avoir plusieurs essais de type de traitement, d'ajuster. Je pense que vous êtes dans la phase, donc c'est tout récent. Alors, on s'attend à ce que vous êtes dans la phase qui est la plus difficile, on va dire. C'est de comprendre pour vous c'est quoi la meilleure façon. Donc, si vous êtes capable de rester jusqu'à la fin, ça me fera plaisir de répondre plus en détail si vous avez des questions un peu plus pointues. Vous racontez une réalité de plusieurs personnes. Et même les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 aussi peuvent avoir ces variabilités dont vous venez de parler parce qu'aussi il manque un peu de glucagon. Ouais, je sais de rien, mais je sais que Claudia avait un petit 15 secondes à ajouter. Oui, à ça. 15 secondes. En fait, je profite de votre question parce que vous dites qu'est-ce que moi je fais de pas correct. Peut-être j'ai changé mon alimentation, puis j'aimerais ça dire à toutes les personnes atteintes de diabète, peu importe le type, que c'est pas nécessairement de notre faute, que c'est la maladie aussi, là. Donc, c'est peut-être se retourner vers l'endocrinologue, c'est peut-être une nouvelle sorte de médication. Il faut aussi, à un moment donné, comprendre qu'on ne peut pas toujours se culpabiliser, on ne va pas avancer. Donc, si vous avez tout essayé, vous êtes rendu à regarder du côté médical. Ça reste une maladie, puis il ne faut pas rester dans notre tête comme quoi, se coucher le soir en pensant qu'on est donc bien des pas bons. C'est pas vrai, c'est la maladie, puis il faut aller voir au-delà de la culpabilité du patient aussi. Bravo. Alors, on va passer à une toute dernière question. Donc, question rapide, réponse tout aussi rapide. On a une question juste ici. Oui. Oui. Je voulais deux petites choses, s'il vous plaît. Simplement mentionner que moi, les diapositives m'ont beaucoup aidé à comprendre votre présentation également. Et bouchez-vous les oreilles pour ce que je vais dire. Mais personnellement, je n'aimais pas le riz brun jusqu'à ce que je découvre une marque de riz brun. Et là, je ne veux pas faire de commandite, mais bouchez-vous les oreilles. Mais ça s'appelle Tilda. Ça s'écrit T-I-L-D-A. C'est sûr que je vais essayer. Ils font un riz brun délicieux. Mon mari en a été confondu. Merci beaucoup pour votre présentation. Il faut être ouvert d'esprit. Hein, voilà. Voilà.
Alors, on n'aura pas le temps de répondre aux autres questions qui sont sur le live, mais les personnes qui pourraient être contrariées à l'idée qu'on n'ait pas eu malheureusement le temps de répondre, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, en reconnaissant les coordonnées sur le mail où vous avez vraiment fait le follow-up pour vous inscrire, écrivez-nous. Nous, on se fera vraiment une joie de vous répondre. C'est notre rôle en tant que scientifique de rendre à la société ce qu'elle rend possible. Et quand je dis la société, ce n'est pas une notion vague, c'est vous, messieurs, dames, dans cette salle. Ce sont vos taxes, ce sont vos questions, ce sont les questions de nos patients et patientes partenaires, ce sont bien entendu les questions de nos chercheurs, cliniciens fondamentaux qui font avancer la science. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'était de vous rendre pendant une petite heure ce qu'on pouvait, ce que le temps nous permettait. Merci pour vos questions, merci d'être là. On espère vraiment que ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur finalement cette semaine de sensibilisation au diabète qui, pour les personnes qui vivent avec le diabète ou qui vivent aux côtés de personnes vivant avec le diabète, ou pour les scientifiques, les chercheurs, en réalité n'est qu'une semaine parmi les 51 autres qui sont finalement sur le rythme du diabète. Donc on remercie le Centre de recherche du CHUM, le CEPPP, donc le Centre d'excellence pour le partenariat avec les patients et le public. Je me suis répété toute la soirée hier et voilà, ça ne marche toujours pas. Et merci pour les bonnes recommandations culinaires. On attaquera tous le riz brun très bientôt. Alors merci à tous et au plaisir. Merci. On va espérer avoir des prochaines rencontres comme ça. N'est-ce pas?